Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit point aujourd'hui avec vous, très simple, sur du matériel que j'ai retrouvé en rangeant mes étagères, du matériel dont je ne me sers plus du tout et qui m'avait coûté un petit bras à l'époque. On va principalement parler d'objets que j'ai achetés il y a plusieurs années, mais il y en a certains d'entre eux que j'ai achetés il y a seulement quelques mois. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer peut-être un autre aspect de l'audiovisuel, vous parler de mon expérience par rapport à certains achats, vous expliquer pourquoi j'ai fait ces achats à l'époque et pourquoi aujourd'hui je ne m'en sers plus. Ça pourrait peut-être vous aider si jamais vous imaginiez acheter les objets dont on va parler aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment être intéressant d'étudier le pourquoi du comment, puisqu'il y a des objets photos, des objets vidéo, plus ou moins chers. Il y a même une optique dont on parlera à la fin de la vidéo. Allez, premier objet, vu qu'on parlait à l'instant d'optique, on va tout de suite parler de la bague d'adaptation Metabones, je crois que c'était la version 4, Metabones EF, donc Canon vers E-mount Sony, donc boîtier Canon vers optique Sony tout simplement. C'est une bague d'adaptation que j'avais achetée à l'époque où j'ai fait mon switch entre Canon et Sony, donc ça remonte à 2015 si je ne dis pas de bêtises, 2015, ouais je crois que c'est ça, fin 2015, donc ça fait 5 ans que j'ai cette bague qui à l'époque coûtait je crois 300-400 €, ça coûtait quand même très cher, c'est quand même le prix d'une optique entrée de gamme, mais c'est quand même le prix d'une optique, cette bague-là. Donc ça m'avait vraiment cassé le derrière d'acheter ça, mais effectivement, je voulais faire ma transition vers Sony petit à petit, progressivement. J'avais acheté la 7R4 à l'époque, revendu mon 5D Mark II, je crois, et j'avais pas forcément du pognon pour acheter d'un coup toutes les optiques chez Sony, j'avais encore toutes les optiques Canon, donc forcément, c'est logique, vous connaissez ça, on va d'abord passer par une bague d'adaptation. Forcément, au bout d'un an, j'ai revendu toutes mes optiques Canon pour passer entièrement chez Sony ou, si vous le voulez, chez des marques tierces, qui ont la monture I par exemple ou la monture de la marque que vous utilisez, peu importe, typiquement Sigma, Tamron, etc. Et forcément cette bague depuis à peu près 4 ans maintenant ne me sert plus à rien, donc c'est toujours 300-400 € qui traînent, enfin bien sûr ça ne vaut plus 300-400 € mais ça m'a coûté 300-400 € qui traînent et qui ne me servent plus à rien. Donc mon conseil, si vous changez de marque comme je l'ai fait il y a 5 ans, peu importe la marque, essayez de vendre directement toutes vos optiques, je pense que c'est la meilleure des solutions, puisque si vous passez par une bague comme celle-ci, vous allez déjà perdre certaines fonctionnalités, je pense que c'est encore d'actualité, à l'époque je perdais des fonctions, typiquement l'autofocus continu sur les yeux, alors peut-être que maintenant sur les nouvelles Metabones ou autres marques, vous avez cette fonctionnalité, peu importe en fait. L'idée c'est qu'en passant par une bague, en général on va être moins performant, moins rapide, moins efficace qu'en natif, forcément. Et idéalement on devrait être sur des optiques de la marque. Voilà, si on voulait vraiment bien faire les choses, c'est ce que je fais, mais on sait, vous et moi, que du Sigma et du Tamron, ça marche aussi très bien dans la grande majorité des cas. Bref, du coup, mon conseil, évitez au possible les bagues d'adaptation, vendez vos optiques, en général ça se vend relativement bien des optiques, et n'investissez peut-être pas dans une bague que vous aurez du mal à revendre et qui traînera dans vos placards dans quelques années. Voilà pour le premier objet, ça fait déjà un petit peu mal aux fesses, mais c'est comme ça qu'on apprend, et on passe tout de suite au deuxième objet, qui est une cage pour smartphone. Donc je vais tout de suite mettre mon smartphone à l'intérieur, ce sera plus parlant. Alors forcément c'est des objets qui sont pleins de poussière, Donc c'est une cage de la marque Beast Grip, je crois que ça se prononce comme ça, qui est une cage vraiment très intéressante à la base, puisque ça permet de mettre un smartphone, jusque-là, rien de bien fou, de centrer ici l'endroit où vous avez votre optique, et vous avez ensuite une petite bague d'adaptation. Donc de base, vous pouvez acheter juste une cage comme ça, et mettre quelques petits accessoires. Et déjà, premier reproche, on n'a vraiment pas beaucoup de possibilités, on n'est pas du tout comme sur une cage de boîtier, on a juste peut-être 2 trous ici. Alors peut-être qu'ils ont fait une nouvelle version depuis, je ne sais pas. Vous pouvez mettre un micro sur le dessus, mais en gros, c'est assez pauvre. C'est en plastique, mais c'est quand même relativement solide. Mais bon, voilà. Je crois que ça valait 300-400 $. Je sais plus les prix exacts, mais en tout avec ça, là, qui est l'adaptateur pour objectif Canon EF, il y en avait, je crois, pour à peu près 400 $. Donc ça c'est la petite magie. Quand même, quand on voit ça, on est quand même super séduit. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais comme un fou. C'est une bague, c'est un adaptateur pour utiliser vos optiques Canon EF avec votre smartphone. Donc sur le papier, c'est quand même dingue. Alors attendez, voilà, vous faites ça comme ça, et je l'ai préparé. J'ai derrière moi ici ma dernière optique Canon, qui est cassée d'ailleurs. Voilà, et là vous pouvez utiliser un téléobjectif avec votre smartphone, et là vous avez la possibilité d'avoir un vrai travail sur de la vraie profondeur de champ.
ok, grâce à cet adaptateur ici. Vous avez vraiment du flou d'arrière-plan, du flou de premier plan avec votre smartphone. Donc sur le papier, c'est vraiment cool, mais optiquement parlant, ce qu'il y a là-dedans, et le fait que votre capteur soit vraiment tout petit sur un smartphone, et ben moi, ça m'a donné un rendu vraiment dégueulasse, ça bavait dans les bords, c'était pas propre du tout, je perdais beaucoup en piqué. Bref, vraiment pas satisfait de cet achat. Et je l'avais acheté quand même à l'époque pour un projet spécifique pour une grande marque de smartphone que vous connaissez toutes et tous, je mangerais bien une pomme, et j'avais utilisé ça forcément pour un projet avec cette marque, pour essayer d'avoir un rendu le plus qualitatif possible, le plus artistique possible, avec un vrai travail sur la profondeur de champ. Ça m'a sauvé pas mal de plans, mais honnêtement, la qualité était vraiment pas au rendez-vous, j'étais globalement plutôt déçu de cet achat, qui coûtait cher du coup. Donc je suis pas sûr de vous le recommander, honnêtement, en tout cas pas à l'achat, plutôt à la location si ça se loue, ou en prêt, voilà, mais renseignez-vous bien avant d'acheter, puisque moi j'en ai eu besoin sur un seul projet, et derrière, plus jamais. Et c'est un projet qui date de 2018, donc ça fait 2 ans que je n'utilise plus cet accessoire qui me semblait dingue à l'époque et qui finalement est en train de prendre la poussière dans mes placards. En vrai, c'est quand même une idée de fou, quoi. Donc je veux pas leur tirer dessus non plus parce que l'idée est dingue et je pense que certains d'entre vous pourraient en avoir un vrai usage, ceux qui utilisent beaucoup leur smartphone. Mais personnellement, c'était pas hyper judicieux de claquer 400$ ou je sais plus combien là-dedans. Et donc ça, c'est un bon exemple d'achat compulsif. Moi, je suis un acheteur un petit peu compulsif, c'est un de mes défauts. Quand je veux quelque chose, quand j'ai besoin de quelque chose sur un projet de façon spontanée, et que je peux investir, je le fais. Alors j'essaie de petit à petit de beaucoup plus prendre de recul par rapport à ça et de relativiser, essayer de trouver parfois plus de justification pour un achat plutôt que juste tiens demain j'ai une idée, j'ai envie de le faire, il me faut ça, hop je le commande. Oula, je suis en train de tout casser. Mais voilà, c'est pas toujours évident et je pense que si vous êtes comme moi, vous comprenez. L'idée c'est peut-être juste de réfléchir à moyen et à long terme. C'est un peu l'idée de cette vidéo, hein, c'est de vous faire réfléchir dans vos achats puisque quand même tout ce qui est photo vidéo ça coûte très cher. Enfin bref, n'oubliez pas de penser à chaque fois à long terme, à un usage à long terme, et notamment si, oui ou non, vous pouvez rentabiliser cet achat. Alors dans mon cas, il s'agissait ici d'un achat pour un projet rémunéré, un projet pour un client, mais malheureusement, j'ai pas trouvé mon compte, notamment en termes de qualité, et en plus, en termes d'investissement, derrière, j'en ai rien fait, donc j'aurais dû plutôt garder cet argent pour moi, pour mes économies. Ok, objet suivant. Alors, un objet que j'aime beaucoup, que je garde parce que je l'aime beaucoup et je l'ai beaucoup aimé, mais je ne m'en sers plus du tout, quasiment plus du tout, peut-être 3-4 fois dans l'année, c'est ce monopode dont je vous parlais en long et en large dans une vidéo il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans et demi sur ma chaîne, un monopode qui m'avait servi à l'époque de simuler, entre guillemets, l'utilisation d'une grue ou d'un drone, puisque je mettais un gimbal au bout, et ça me faisait donc une perche avec un gimbal à l'extrémité, et je pouvais venir chercher des angles super haut comme ça, c'était vraiment très pratique, mais au final c'est une technique que je n'utilise plus, et en plus maintenant j'ai ma licence de télépilote drone, donc si j'ai besoin de filmer un plan drone en ville, il me suffit entre guillemets de demander des autorisations, donc je ne m'en sers plus pour ça, de ce monopode, et la seule utilité que j'en ai encore, c'est tout simplement quand je fais mes vidéos qui sont un petit peu scriptées, notamment les formats culturels où je prépare mes textes à l'avance, et bien je pose mon smartphone, j'ai un petit adaptateur ici pour smartphone, et je pose mon smartphone dessus pour avoir mon texte, voilà, ou des petites notes ou des rappels de texte, mais c'est vraiment le seul usage que j'en ai, je pourrais le faire avec un trépied. Donc le monopode, clairement, il prend la poussière, je n'en ai pas l'utilité, notamment pour mes projets photos, ce n'est pas utile, pour mes projets vidéo, ce n'est pas utile non plus, donc je suis curieux de savoir à quel point les monopodes sont encore utilisés, parce que pour moi, c'était vraiment un accessoire un petit peu daté, au moment où j'ai commencé la vidéo il y a quelques années. J'avais déjà cette image du monopode utilisé uniquement par les photographes, un petit peu les vieux de la vieille qui utilisaient leur monopode, ou notamment les vidéastes un petit peu, voilà, les tontons qui filment des mariages au coin de la salle de la mairie, avec leur caméscope posé dessus, qui bouge pas, c'est ultra pratique pour ça, je dis pas c'est ultra pratique, mais j'avais cette image ancrée en moi, et finalement un beau jour je me suis dit tiens ça pourrait être très pratique pour autre chose, mettre un gimbal au bout, etc. Et donc j'avais vraiment kiffé, et je m'étais dit tiens plus besoin de trépied, je peux tout faire avec ça, et finalement non, c'est pas aussi stable qu'un trépied, et vous pouvez pas tout faire avec, donc non, je ne m'en sers plus, et aujourd'hui du coup je me pose un petit peu la question de savoir qui se sert vraiment d'un monopode et dans quelle situation, éclairez-moi un petit peu dans les commentaires, dites-moi, ça me donnera peut-être des idées d'utilisation pour continuer de rentabiliser cet achat. On en est donc au 3e objet, et on arrive, avant de parler optique, on arrive au 4e objet. Alors c'est un achat beaucoup plus récent qui date, si je ne dis pas de bêtises, du 10 mai, le dernier jour de tournage de ma vidéo Toujours vivant, donc de Colmar confiné, filmé avec la petite Blackmagic Pocket 6K,
qui est ici. J'avais besoin pour ce tournage, pour les derniers plans, d'un stabilisateur qui soit capable de trimballer la Blackmagic avec sa cage, pas forcément avec sa cage, mais en tout cas avec des optiques ciné, donc c'est quand même assez encombrant, c'est assez lourd, la Blackmagic est assez large, bref, sur mon Ronin S, ça n'allait pas, et j'ai investi dans un Ronin M, que voici. Alors je vais pas vous l'ouvrir, avec ici son support, hein, que vous connaissez peut-être si vous êtes familier de ce type de stabilisateur. Le Ronin M que j'ai acheté d'occasion. Je voulais faire une vidéo dédiée là-dessus à la base, et écoutez, je pense que je détaillerai cette histoire dans une autre vidéo, parce que là, ça serait un petit peu trop long de vous expliquer tous les détails, et c'est pas le sujet. Mais en gros, j'ai acheté ce Ronin M d'occasion sur Le Bon Coin, et deux choses. La première chose que je savais, c'est que les batteries n'acceptaient pas la charge. Il était neuf, il était censé être neuf, mais les batteries n'acceptaient pas la charge. Et a priori, c'est un défaut connu sur les batteries des Ronin M et peut-être même d'autres Ronin de ce type-là. Les batteries sont à chier, en fait, elles n'acceptent pas la charge, même si parfois elles sont neuves. Donc ça, c'était un problème connu. Par contre, il faut se remettre dans le contexte, hein. J'avais besoin de ce Ronin M le dimanche et on était le samedi et j'avais pas d'autre choix, d'accord? En termes de timing, j'ai pas pu m'y prendre plus tôt. Bref, voilà, partez du principe que j'étais à la bourre de ouf. C'est le seul que j'ai pu trouver, c'était sur Le Bon Coin, qui n'avait pas de batterie qui fonctionnait, donc je me suis débrouillé pour trouver des batteries, tout ça, je vous raconterai en long et en large dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Donc j'avais finalement trouvé des batteries qui fonctionnaient, j'avais mon Ronin M, le tout ensemble avait l'air de fonctionnait quand je l'ai testé, hein, d'ailleurs. Mais malheureusement, lors de l'achat, je suis allé un petit peu vite, la personne qui me l'a vendu était un petit peu speed, moi aussi, je voulais pas l'embêter trop, la personne avait l'air très correcte et tout à fait honnête, et voilà, clairement, on avait l'impression que c'était un Ronin neuf. Je l'ai pris, je l'ai payé, attention, accrochez-vous bien, 500 € d'occasion. Voilà, autant vous dire que j'ai mis un bon billet là-dedans, sachant que ça vaut plus rien. Un Ronin M, c'est un Ronin M neuf aujourd'hui, qui est vraiment nickel avec les batteries qui fonctionnent. Si vous le payez 500 €, c'est déjà peut-être un petit peu cher. Donc moi, j'en ai acheté un à ce prix-là, avec des batteries qui ne fonctionnaient pas, mais qui étaient censées être neuves quand même. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me débrouille, je passe un coup de fil à gauche à droite et je trouve des batteries d'occasion, bref, peu importe. Et j'en avais besoin pour le lendemain, donc il fallait que je me débrouille. Je suis en train de vous raconter presque toute l'histoire. Enfin bref, je l'achète et finalement, quand je le reteste chez moi, je mets cette fois-ci les deux poignées sur le côté, puisque je l'avais pas fait lors de l'achat sur le parking du Leclerc, parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, je me rends compte qu'il y a un pas de vis qui manque et que je ne peux pas fixer une des deux poignées. À partir de là, tu peux pas te servir de ton Ronin puisque t'es branlant d'un côté et tu pourras pas faire un tournage de façon correcte. Et donc, malheureusement, j'ai dû encore trouver un autre Ronin juste pour une poignée, tout ça en une journée, hein, et faire en sorte d'avoir un seul Ronin composé de deux Ronins différents, plus des batteries différentes. Bref, c'était un bordel pas possible et finalement, j'ai réussi à tourner mes plans le dimanche avec voilà un bordel de Ronin pas possible. Et en plus, il s'est avéré que l'application fonctionne très mal, la télécommande est à chier, les paramétrages sont à chier, l'équilibrage est à chier. Bref, pour moi, le Ronin M, c'est un échec de DJI du début à la fin. C'est vraiment foireux, je comprends pourquoi ils ont arrêté cette série. Mais ça, je le savais pas, j'étais speed, j'avais besoin de quelque chose, ça m'a dépanné, j'ai pu faire mon tournage, j'étais content sur le moment. Le soir même, j'étais dégoûté d'avoir claqué 500 balles dans un truc qui allait pourrir chez moi, moisir dans mes placards, puisque la poignée, j'ai dû la rendre, les batteries, j'ai dû les rendre. Donc aujourd'hui, j'ai un Ronin M qui a coûté 500 €, qui n'a pas de batterie et dont une poignée est totalement inutilisable. Voilà, il ne me sert à rien. Si vous le voulez, je vous le vends 450 € la bonne affaire. Bref, la morale de cette histoire-là, de ce quatrième objet, ne vous précipitez pas bien sûr quand vous achetez en ligne d'occasion, que ce soit des optiques, des boîtiers ou des accessoires comme ça, prenez le temps de tout tester, de tout vérifier, même si la personne en face est speed, même si vous êtes speed, c'était vraiment mon erreur, j'étais speed. Vérifiez toutes les vis, vérifiez la notice, que tous les éléments soient bien là, allumés, branchés, vérifiez les batteries, demandez à la personne de charger les batteries avant le rendez-vous, puisque si j'avais pas demandé, on se serait même pas rendu compte que les batteries étaient mortes, donc ça c'est très important aussi. Et puis forcément, si vous le pouvez, dans la mesure du possible, anticipez vos tournages et le matériel dont vous avez besoin, notamment à travers un petit découpage technique, on en parlait dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, je pense qu'elle vous a pas mal intéressé. Puis je vous propose en plus un exemple gratuit de découpage technique dans cette vidéo. Bref, si vous anticipez, vous aurez le temps de trouver le matériel qu'il vous faut, de le louer, potentiellement, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Alors si vous êtes en province, c'est pas facile, je sais, c'est mon cas. Et justement, ça fera partie de l'histoire complète du Ronin M, puisqu'à la base, j'étais parti sur de la location et finalement, ça n'a pas été non plus. Bref, c'était vraiment une grosse histoire, hein, donc on en parlera une autre fois. Mais voilà pour ce quatrième objet et l'histoire de ce Ronin M qui m'a coûté 500 balles, qui ne me sert à rien et qui est totalement inutilisable.
Et on arrive donc au 5e objet qui est une optique, une focale dont je ne me sers plus. Et c'est vrai que ça a été un petit étonnement de ma part de me rendre compte que je me servais plus de cette optique-là, puisque je l'aimais beaucoup, notamment chez Canon. Et finalement, je pense que c'est juste mon style de photo qui a évolué dans le temps. Et à l'époque, quand j'étais chez Canon, je faisais pas mal de portraits. Donc ce 50 mm ici qui ouvre à 1.4, aujourd'hui n'a pas bougé de mon étagère à optique depuis beaucoup de mois, je pense. Je l'avais peut-être emmené sur le tournage de Trust Yourself, mais je m'en suis pas servi, je ne crois pas. Et la raison, je pense qu'elle est assez simple, je ne fais plus de portraits. Je n'aime plus tellement le rendu d'un 50 mm, j'aime beaucoup plus aujourd'hui le 35 ou le 24 mm, qui apporte une autre dimension, je trouve. Ça reste forcément un incontournable, donc je vais pas le vendre, mais il est vrai qu'aujourd'hui je ne m'en sers plus, et pour une optique de cette qualité-là et de ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Et ça me fait penser aussi à d'autres optiques que j'ai pu acheter dont je ne me suis plus servi assez rapidement, et notamment l'erreur du fisheye. Alors je n'ai plus de fisheye aujourd'hui, j'ai un 12-24 2.8 de chez Sony, mais c'est pas un fisheye, il déforme pas et c'est pas le même rendu qu'un fisheye, c'est juste un très grand angle, mais un vrai fisheye, je crois un 8 mm, un 8-14 peut-être chez Canon, je me rappelle plus. J'avais acheté ça à l'époque où je faisais pas mal de photos de soirée lorsque je débutais, à mon retour de voyage des États-Unis d'ailleurs. Et après m'être amusé pendant quelques soirées, finalement, écoutez, je m'en suis plus servi du tout, et je crois que c'est souvent le cas des fisheye. On les achète parce que c'est cool, parce qu'on découvre, parce que ça permet de faire des choses drôles en fait. On va faire des portraits de ses potes avec un gros pif, etc. Ça va être très marrant, quelques temps, quelques jours, quelques semaines peut-être, mais au bout de quelques mois, en fait, on ne s'en sert plus, sauf si, bien sûr, on est spécialisé dans le sport, ou peut-être dans l'événementiel, dans la soirée, ça peut toujours être cool, mais sinon, honnêtement, je crois qu'on est beaucoup à ne plus se servir de fisheye très rapidement. Voilà pour ces 5 objets que je voulais vous présenter aujourd'hui, avec mes petits conseils, les pourquoi du comment aussi. Je ne me sers plus de ces objets-là. J'espère que ça vous aide un petit peu dans le choix de votre matériel et dans la réflexion que vous pouvez mener pour vos achats. C'est vraiment le but de cette vidéo, vous faire réfléchir dès que vous avez quelque chose à acheter. Donc en gros, ce que moi je tire comme conclusion de tout ça, c'est déjà forcément essayer d'anticiper au maximum ses besoins lorsque vous avez un tournage qui est programmé. Ensuite, essayez forcément de se projeter au maximum à moyen et long terme avec ce matériel-là, savoir si vous allez vouloir vous spécialiser peut-être dans le portrait ou pas, vous spécialiser dans la prise de vue avec du smartphone ou pas, et est-ce que vous allez potentiellement vouloir switcher entièrement d'optique et passer en monture native sur vos optiques par rapport à votre boîtier ou pas. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont fondamentales, c'est pas toujours facile d'y répondre quand on débute, quand on n'a pas l'expérience, mais cette vidéo est là pour vous éclairer un petit peu et vous faire réfléchir par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aussi eu des achats que vous regrettez aujourd'hui, je pense qu'on est tous passés par là, peut-être des achats même moins chers, des choses très simples. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de découvrir un petit peu les objets inutiles qui traînent sur vos étagères photos et vidéos. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va se retrouver vraiment très vite si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort. Et puis dimanche à 10 h, n'oubliez pas qu'on continue cette série de vidéos rétrospectives sur mes débuts en photo et en vidéo. On arrive cette fois-ci à Las Vegas et au Grand Canyon. Voilà, si vous n'avez pas suivi cette série de vidéos, je vous la mets dans une fiche. Sur ce, écoutez, faites de belles photos, faites de belles vidéos. À très bientôt les créateurs. Ciao!